fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. L'Assemblée nationale a adopté hier jeudi son débat à la loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Quelques députés de ces provinces qui ont déploré les manques des débats ont boycotté la plénière, qualifiant ainsi cette prorogation de 15 jours de haute trahison. Je vous propose de le suivre. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. En 2021, et depuis ce temps, il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc, on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont de cette armée. Donc il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des M23. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, à RN27 est fermé. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où? 12e conférence des présidents du Parlement panafricain à Johannesburg. La République démocratique du Congo y est fortement représentée. Prenant la parole jeudi, le président de l'Assemblée nationale congolaise a dénoncé les drames humanitaires dans l'est de la RDC, victime de l'agression rwandaise. Vital Kamerhe a exhorté ses collègues d'autres États d'Afrique à fournir des efforts pour bannir toutes sortes de conflits sur le continent. Je vous propose de suivre Vital Kamerhe. Cette conférence nous permet de consolider les liens, nos liens, j'allais dire, d'asseoir les meilleures pratiques parlementaires pour l'émergence d'une Afrique unie et forte, une Afrique qui doit parler d'une voix. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie,
le Sud-Soudan ne sont pas en paix. Cela doit nous interpeller dans le cadre de la solidarité africaine pour que tous ces pays, dans un élan de sursaut au niveau du panafricanisme, nous puissions comprendre que l'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. Et de son côté, Jean-Pierre Lacroix poursuit sa mission dans l'Est de la RDC, accompagné de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Cette haute personnalité de l'ONU est arrivée jeudi après-midi à Bunia, en Ituri, une visite qui intervient dans un contexte de grave détérioration de la situation sécuritaire dans la région. En fin d'après-midi, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec le gouverneur de l'Ituri. Au menu, la situation sécuritaire et humanitaire dans la province. Pour Jean-Pierre Lacroix, la dite situation demande encore des efforts communs. Suivez. Non seulement la poursuite, mais le renforcement du travail commun avec monsieur le gouverneur, que je remercie, et qui m'a expliqué la situation, vraiment les derniers développements de la situation. En résumé, il y a encore beaucoup de défis, beaucoup d'événements qui confirment que la situation sécuritaire et humanitaire demande encore nos efforts conjoints, et je crois que ce qui ressort de nos discussions, c'est que nous allons continuer la coopération très étroite avec le gouverneur, avec les autorités provinciales, pour répondre à ces défis sécuritaires, à ces défis humanitaires, comme on le fait au niveau humanitaire, notamment avec la protection des personnes dans les camps de déplacés, que j'ai visité à de nombreuses reprises, mais aussi la réponse aux défis sécuritaires, comme on l'a fait encore récemment en liaison avec les FARDC, avec des succès. Donc c'est la direction qu'il faut prendre et nous sommes déterminés à continuer ce travail commun. Changeons de chapitre pour parler des états généraux de la justice congolaise qui seront organisés au mois d'octobre prochain. Ils visent à réformer complètement l'appareil judiciaire congolais qualifié de malade par le chef de l'État. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, qui a fait cette annonce à l'issue des échanges qu'il a eus avec le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga, nous dit Nico Kassanda. C'est dans le souci majeur de rendre effectives les réformes engagées il y a peu dans ces actions de grande envergure pour métamorphoser complètement l'appareil judiciaire afin de répondre véritablement à l'intérêt général que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé la tenue des États généraux de la justice, la voie obligée pour ces réformes. D'où la raison de sa rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Rencontrer Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. La justice élève une nation, dit-on. La population congolaise ne peut que soutenir cet élan des réformes insufflé par le patron de la justice congolaise sur un
d'instruction du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venons-en à cette séance de travail jeudi qui a mis autour d'une table les ministres des Commerce extérieur et les délégués du secrétariat général de la zone de la libre-échange africaine au menu des questions d'accès au marché. Plus de détails avec Bénédicte Kokemo. Cette rencontre tôt dans la journée est dans le cadre de la nouvelle stratégie de diversification économique dans laquelle s'inscrit le commerce extérieur en République démocratique du Congo. Avec la ZLECAf ont été examinés le dossier de la domestication de l'offre tarifaire pour le commerce des marchandises, le dossier du comité interministériel ZLECAf et la stratégie nationale ZLECAf. Cela à la suite de la réunion ministérielle tenue à Zanzibar en juin 2024. Avant l'Afrique via la ZLECAf, il s'agissait des USA, la Chine et Matadi. Une réunion technique s'en suivra le 20 septembre 2024 avec le délégué de la présidence, la primature, l'agriculture, l'industrie, les douanes et l'OCC. Objectif de ces différents travaux est que plus aucun marché n'échappe à la République démocratique du Congo. Ça sera désormais au secteur privé de saisir l'opportunité dans le cadre de l'exercice du commerce international. Terminons avec cette réunion tripartite entre le ministre des Sports, les membres de la Linafoot et du CONOR de la FECOFA. Les discussions ont tourné autour du démarrage du championnat de football Illico Cash Ligue 1. Selon maître Innocent Kibundoulou, secrétaire du CONOR de la FECOFA, la publication du calendrier interviendra le 23 septembre alors que la date du démarrage du championnat reste pour l'instant maintenue pour le 27 septembre de ce mois, de cette année plutôt. Suivez. Nous avons eu une longue séance de travail avec son Excellence Monsieur le ministre de Sport et Loisirs qui a eu l'avantage de nous convier à cette séance de travail où nous avons eu à faire pratiquement le tour d'horizon de tout ce qui est lié au football national. On a parlé des équipes nationales, on a parlé des infrastructures et évidemment on a parlé du championnat national, ce qui justifie la présence de la Linafoot avec nous. Le championnat va commencer selon le communiqué qui a été diffusé par la Linafoot. Donc ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il est, n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Nous sommes partenaires, ministère, fédération, ligue nationale et même les clubs. Nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne joue pas la Ligue 1 qui veut. Il y a un règlement, il y a un règlement, les règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que le championnat se joue selon les normes. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.